Donc, on va regarder maintenant le comportement de la descente de gradient stochastique. Donc, et pour ça, je vais devoir reprendre, le comportement aussi de la descente de gradient, mais dans un cas plus rigoureux, avec des hypothèses plus générales. Donc, la descente de gradient stochastique, à chaque fois, on fait un update. Et la différence, c'est que l'update, il n'est pas calculé à partir du gradient moyen sur toutes les données, mais il est calculé à partir du gradient moyen sur une donnée dans la configuration des paramètres θt, et cette donnée a été sélectionnée aléatoirement parmi l'ensemble des données d'entraînement. Donc on en a pris une au hasard et on fait la descente de gradient à partir de cette donnée au hasard. Et l'idée importante, c'est que si on regarde la moyenne, comme je l'ai dit, relativement à IT, c'est-à-dire relativement au choix de la donnée qu'on a pris de ce gradient calculé avec cette donnée particulière, évidemment, on va avoir le gradient moyen que j'ai écrit comme ceci, c'est-à-dire la moyenne avec 1 sur n sur toutes les données. Alors, si je me replace dans le contexte que j'avais montré, quadratique, qu'est-ce qui va se passer intuitivement? Donc, on a les lignes de données de la fonction. Comme j'ai dit, si vous prenez la descente de gradient, elle va toujours bouger orthogonalement aux lignes de niveau, doucement, si jamais c'est mal conditionné, et ça va faire quelque chose comme ceci. Ça, c'est la descente de gradient standard qui, à chaque fois, est capable. Les lignes de niveau que je vous montre, c'est les lignes de niveau de la loss Lθ, c'est-à-dire de la loss moyenne. D'accord? La loss, c'est la moyenne sur tous les i de la loss pour un paramètre θ sur tous les zi, avec un n-1 ici. Donc ça, c'est la loss que je représente, et c'est comme ça que je vais me balader. Maintenant, si vous en prenez un au hasard, le gradient, ça ne va pas être le bon gradient, et comme je l'ai dit, comme quand même il a la bonne moyenne, on peut le voir comme un gradient bruité, donc il va se balader autour du vrai gradient, comme ça. Et ça, c'est typiquement ce qui risque de se passer, excusez-moi, c'est-à-dire que tant que vous êtes loin, je n'ai pas le bon gradient, mais comme je suis loin, l'erreur relativement à la distance entre la direction entre θ étoile et θt n'est pas complètement dramatique, ce qui fait que je vais quand même me rapprocher. Mais quand je commence à devenir près, le gradient étant bruité, je ne vais plus du tout aller dans la bonne direction, j'ai toujours la même quantité d'erreur, et je vais tourner comme ça. Et donc, je ne vais même pas converger sur le bon point. Donc, ce qu'on voit intuitivement quand on fait ce genre de choses, c'est que si on regarde la vitesse de décroissance, eh bien, à chaque étape, je vais me comporter un peu moins bien que le vrai gradient, mais ça va être surtout dramatique à la fin. Donc, ce qu'on a vu, c'est que le vrai gradient, typiquement, il a une décroissance qui est, si je regarde ici l'erreur epsilon, qui va être l'erreur sur la loss L de θ au moment t moins L de θ étoile, eh bien, l'erreur, typiquement, elle va décroître exponentiellement en fonction du nombre t d'itérations. Et ce qu'on va voir, c'est que dans le cas du gradient stochastique, l'erreur, elle va plutôt, donc, dans le cas du gradient par batch, je vais l'écrire sur la loss, on verra que c'est pareil tout à l'heure. L'erreur, où je peux, sur la loss, elle va décroître comme une certaine constante qui était mon 1 moins alpha mu à la puissance t. Alors ça, on appelle ça, bien que ce soit exponentiel en t, on appelle ça une décroissance linéaire en optimisation.
Alors que dans le cas du gradient stochastique, alors en anglais c'est Stochastic Gradient Descent, donc ça s'approxime SGD, eh bien cette erreur, elle va plutôt décroître comme T à la puissance moins 1, donc beaucoup plus doucement, et ça va faire une espèce de descente comme ceci qui va être beaucoup plus lente. Simplement, au niveau des opérations, la situation est très différente, parce que si vous avez, alors ça je vais plutôt appeler ça K, c'est le nombre d'itérations. Combien d'opérations il me faut pour K itérations dans le cas d'un batch, c'est K fois N, et dans le cas d'un stochastic gradient descent, c'est N. Donc évidemment, je vais pouvoir faire beaucoup plus d'itérations comme ça que comme ceci pour un budget de calcul donné. Donc ça, on va faire la comparaison. Alors maintenant, ce qu'on peut envisager de faire, si on veut accélérer cette descente qui est très bruitée, c'est d'essayer de réduire le bruit. Le bruit, intuitivement, c'est quoi? Le bruit, c'est dû à la fluctuation des gradients d'une donnée à l'autre. Si vous voulez réduire le bruit pour vous rapprocher de la moyenne sur toutes les données, vous pouvez organiser des mini-batchs, c'est-à-dire calculer les gradients non pas tous les n variables, mais disons tous les b variables. Donc vous allez organiser comme ceci des mini-batchs de taille B, et vous allez choisir aléatoirement les b variables que vous allez moyenner. Et si vous faites ça, eh bien, évidemment, quand b égale n, vous devriez tomber sur le résultat de la descente de gradient standard. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'au fur et à mesure que vous augmentez b, eh bien, vous allez converger vers la descente de gradient. Mais évidemment, quand vous augmentez la taille de batch, chaque itération, au lieu de demander une opération, en tout cas O de D, il va falloir B fois plus opération, où B, c'est la taille du batch. Alors, une des questions, c'est de voir comment est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, se rapprocher de ce genre de solution, parce que qu'est-ce qu'on a envie de faire? Au départ, ça se passe bien de faire du stochastic gradient. L'erreur, elle décroît bien. Et puis, c'est quand on commence à se rapprocher de là qu'il va falloir réduire le bruit. Donc, l'idée intuitive, c'est de se dire, ce que je vais essayer de faire, c'est de potentiellement créer des batchs de plus en plus grands quand le nombre d'itérations augmente. En fait, il y a une manière plus efficace de faire ça, qui consiste à jouer sur le pas de la descente de gradient. Et c'est pour ça que, dans le cas de tous ces algorithmes de réseau de neurones, vous verrez, on prend un pas de gradient et puis le pas de gradient, on le réduit. Alors on va voir quand on fait de la descente de gradient stochastique. Pourquoi? Je vais vous le faire à nouveau intuitivement avant de faire les démonstrations. Θ de t plus 1. Donc c'est ceci moins alpha gradient de θ pris, donc ça va être malos, θ de t, si je passe de alpha à alpha sur 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors que j'avais fait quelque chose en une étape de taille alpha, je vais le diviser en deux étapes. Une étape de taille alpha sur 2 et une autre étape de taille alpha sur 2. D'accord? Mais quelle est la différence? Quand je divise alpha par 2, eh bien, je vais d'abord utiliser un premier ZIT, et puis pour le deuxième pas de taille L sur 2, je vais à nouveau prendre un gradient qui ne va pas être exactement au même endroit parce que j'avais le gradient d'avant, mais surtout pas pour la même valeur pas pour la même donnée, parce qu'à chaque fois je prends une donnée au hasard, et donc ça va être pour une autre donnée. Si vous considérez que le mouvement n'est pas très grand parce que alpha est quasiment le même, qu'est-ce que vous voyez? C'est que quand vous réduisez par 2 le pas, c'est comme si vous moyennez, relativement au cas précédent, 2 gradients. Donc une manière plus efficace,
plutôt que de penser en termes de moyen-âge sur des batchs, simplement pour le point de vue de la convergence, c'est d'essayer de commencer à réduire le pas de la descente de gradient, qui, dans le cas du gradient stochastique, va induire un moyen-âge sur les gradients. Donc c'est pour ça que vous verrez dans la démonstration qu'en fait, si jamais on fixe le pas du gradient, ça ne converge pas. Le gradient stochastique, ça va converger, mais autour d'une boule, c'est-à-dire qui va induire une erreur. Mais la taille de cette boule, je peux la réduire vers 0 quand je réduis alpha. Pourquoi? Parce que la taille de cette boule, c'est essentiellement le bruit du gradient. Et le bruit du gradient, je le réduis en commençant à moyenner des gradients, ce qui est indirectement fait en réduisant le pas du gradient. Donc ça, c'est l'argument qui explique pourquoi est-ce qu'on s'attend à avoir un théorème qui dit essentiellement ça ne converge pas à cause d'une erreur que je vais pouvoir réduire vers 0 en réduisant progressivement au fur et à mesure des itérations la taille de mon gradient. Donc ça, c'est le résultat. Alors, ce résultat, on est capable de ces résultats-là, on est capable de les démontrer que dans le cas fortement convexe. Donc maintenant, je vais présenter le cadre mathématique qui est un peu plus large que le cadre simplement quadratique, dans lequel essentiellement, pratiquement toutes les démonstrations en optimisation se font, c'est-à-dire c'est le cas convexe. Alors ça, c'est évidemment une des très grosses limitations parce que les fonctions de coût des réseaux de neurones ne sont pas convexes, donc toute la recherche se tourne autour de ce problème de non-convexité, mais pour l'instant, on va commencer, parce que c'est ce qu'on maîtrise bien, par le cas convexe. Donc, cas convexe et régulier. Donc, il y a un certain niveau de régularité, et là, évidemment, je parle de la fonction de coût L de θ, c'est-à-dire la fonction de coût moyenne sur toute ma base de données d'entraînement que je veux réduire. Alors, il y a deux types de propriétés qu'on va imposer sur la fonction de coût. Il y a une première propriété qui est une propriété de régularité, et vous verrez quel est le lien avec les propriétés du hessien dont je vous ai parlé au départ. Donc, vous verrez très souvent, quand vous regardez la littérature, qu'on introduit cette notion de L, le fait que le gradient est Lipschitz, et Lipschitz avec un facteur L, donc L Lipschitz. Alors, on a vu beaucoup l'année dernière cette notion de régularité lipschitzienne. Ça veut dire que pour n'importe quel paramètre θ et θ', si je regarde le gradient de ma fonction de coût, eh bien l'incrément du gradient est contrôlé par la distance entre deux points θ et θ', est contrôlé par la distance entre θ et θ' à un facteur L. Donc, en particulier, ça implique que la dérivée du gradient, autrement dit le hessien, va être bornée par L quand vous laissez θ tendre vers θ'. Donc, autrement dit, il y a une propriété que je vous laisse démontrer, c'est que si L est deux fois différenciable, cette propriété-là, L Lipschitz, est équivalent au fait que la matrice du hessien, la plus grande valeur propre, est plus petite que L, autrement dit le module sup, la norme sup, est plus petite que L. D'accord? Donc ça, mais c'est un peu plus général quand on l'écrit sous forme lipschitzienne parce que, on le verra, on n'est pas forcément dans des cas où la loss est deux fois dérivable. En particulier, si vous utilisez des relus, souvenez-vous, sigma de A, c'est le max de A et de 0. Donc un relus, ça a cette tête-là. Donc, quand on l'a vu, quand on va calculer la dérivée de la loss par rapport aux variables, on va voir apparaître la dérivée du relus. La dérivée du relus, c'est quoi? Sigma prime, c'est l'indicateur, donc ça c'est 0
La dérivée ici, ça vaut 0 plus petit que 0. Et là, ça vaut 1. Donc, c'est l'indicateur de 0 l'infini. Donc, ça va, c'est dérivable, mais ce n'est pas 2 fois dérivable. Donc, autrement dit, la loss, elle ne va pas être 2 fois dérivable. Donc, on veut éviter des hypothèses où on impose des dérivabilités 2 fois. Par contre, la loss, vous pourrez vérifier, elle va être Lipschitz. Parce que ça revient à dire que la dérivée est bornée. Les variations de la dérivée vont être bornées. Alors, la deuxième propriété que ça implique, et alors ça, vous pouvez le faire en écrivant la décomposition de Taylor. Alors, je vais vous montrer. Si jamais vous avez donc une fonction, je vais le faire en indé. Vous êtes en un point, disons, θ, et vous bougez en θ'I. Et puis, qu'est-ce qui peut se passer pour la valeur L de θ? Vous avez 2 cas, essentiellement, si vous êtes, et quand vous bougez dans la direction du gradient. Bouger dans la direction du gradient, c'est essentiellement ce qu'on fait quand on fait un développement de Taylor ici. Si je bouge dans la direction du gradient, je vais me retrouver au-dessus, dans le cas où je suis concave, de la valeur de la fonction en L de θ'I. Et question de combien je vais me retrouver au-dessus, ça, je vais pouvoir le borner par L. Et puis, il y a le cas concave. Le cas concave, je sais que si c'est quelque chose, convexe, comme ceci, je vais le faire comme ceci, eh bien, le cas convexe, si je bouge dans la direction du gradient, je vais me retrouver au-dessous de la valeur de L. D'accord? Et typiquement, quand je vais vouloir contrôler ce qui se passe quand je fais des descentes de gradient, si je ne suis pas garanti d'être convexe ou concave, j'ai envie de contrôler ces tailles-là. Donc, autrement dit, ce qu'on va vouloir contrôler, c'est ce qui se passe quand on bouge dans la direction du gradient. Et donc, ce que je vais vouloir contrôler, c'est essentiellement le développement de Taylor. Et la deuxième propriété que je vous laisse prouver, c'est que L de θ', elle est toujours plus petite que L de θ, plus la quantité que quand je bouge dans la direction, alors là je l'écris, le gradient produit scalaire avec θ' moins θ, L sur 2, la norme du θ' moins θ au carré. Autrement dit, si j'ai un contrôle essentiellement sur la dérivée seconde, puisque c'est essentiellement ça que j'ai fait ici, dans le pire cas, si je bouge dans la direction du gradient de θ à θ', je vais me retrouver au-dessous, donc L de θ' va être, et si je regarde la différence entre L de θ' et L de θ qui est bougé dans la direction du gradient, donc cette distance-là, elle va être bornée par θ' moins θ au carré fois L sur 2. D'accord? Donc je vais obtenir une borne supérieure. Donc la borne supérieure, c'est ce qui m'est donné simplement par le fait que ma fonction a une dérivée seconde qui est bornée. Mais par contre, ça ne me dit pas si quand je bouge dans la direction du gradient, je me retrouve au-dessus ou au-dessous. Alors pour savoir si je me retrouve au-dessus ou au-dessous, on a besoin d'une propriété de convexité. Et ça, c'est le deuxième type de propriété qui va être fondamentale pour pouvoir converger quand on fait une descente de gradient. Donc là, je vous donne les propriétés de base qu'on utilise pour définir le cadre pour travailler. Alors, la convexité, ça vous dit quoi? Ça vous dit que si jamais vous avez encore une fois une fonction qui est comme ça, là j'ai un point θ et là j'ai un point θ', c'est que si je bouge n'importe où sur la droite entre θ et θ', c'est-à-dire je regarde L de tθ plus 1 moins t θ' pour t entre 0 et 1, eh bien, si je me retrouve là, la valeur de la fonction est au-dessous de la valeur où je me retrouve sur la droite. Autrement dit, la valeur de la droite, c'est la moyenne entre t, θ
T1 moins T, L de θ'T'. D'accord? Donc ça, c'est la propriété classique que vous connaissez bien de la convexité. Alors, dans le cas où vous avez une fonction qui est 2 fois différenciable, à ce moment-là, la convexité, elle est équivalente à dire que le hessien est positif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit comme ça qu'une matrice est positive, une matrice symétrique positive? Ça veut dire que toutes ses valeurs propres sont positives. Autrement dit, si je regarde n'importe quel vecteur G, G H de θ, G est toujours positif. Donc, dans le cas différenciable, on a la convexité qu'on avait évidemment utilisée dans le cas de la démonstration. Et puis, ce qu'on va imposer, c'est quelque chose d'un peu plus fort. On va imposer une notion de convexité. Alors, la convexité, pardon, en particulier si je fais un développement de Taylor, ça c'est important. Je vais le faire directement dans le cas de la convexité forte. Donc la convexité forte, ça va éviter des cas comme ça. Où je peux être encore un tout petit peu convexe, mais voir quelque chose complètement plat. Parce que si vous descendez là et que vous voulez vous retrouver ici et que la vitesse, autrement dit la courbure, tend vers 0, ça va être extraordinairement long et vous allez avoir un gradient, autrement dit une descente de gradient, donc un hessien, qui va être très mal conditionné. La convexité forte, c'est ce qui vous permet de garantir que la plus petite valeur propre est plus grande que mu. Donc une des manières de l'écrire, c'est de dire pas simplement que L de θ est convexe, mais que L de θ moins mu sur 2 norme des θ carrés est convexe. Ça permet de traiter cette définition, le cas où L n'est pas différenciable. Et si jamais L est 2 fois différenciable, eh bien ça, c'est équivalent au fait que H de θ est plus grand que mu fois l'identité. Autrement dit, la plus petite valeur propre de θ du hessien est plus grande que mu. Donc là, on est en train de retrouver les conditions qu'on a bien vues apparaître, c'est-à-dire on est en train de borner, mais de façon un peu plus souple, parce qu'on n'impose pas forcément le fait d'être 2 fois différenciable, le hessien. Et la deuxième propriété qui va venir à partir de cette convexité forte, je vais l'écrire plutôt au-dessus parce que ici, si on a une convexité forte, alors ce qu'on va avoir, c'est que dans le cas de la convexité toute bête, on va avoir que L de θ' va être plus grand que L de θ plus le gradient de L de θ, θ' moins θ. Ça, c'est le cas de la convexité, c'est-à-dire que dans le cas où j'ai une fonction qui est convexe comme ceci, si je me balade le long de la tangente, je reste toujours au-dessous de la courbe. Mais dans le cas de la convexité forte, ça va être vrai avec aussi une composante quadratique ici. Donc ça, c'est la deuxième propriété qu'on a. Voilà, donc ça, c'est le cadre. Donc toutes ces propriétés, vous pouvez les démontrer à partir des formules de Taylor. C'est les propriétés de base qu'on utilise pour démontrer la convergence des algorithmes de gradient et de gradient stochastique. Alors, ce que je vais faire, c'est commencer par le théorème qui me donne la convergence du gradient normal. On va le faire entièrement et puis ensuite on va voir quel est le terme qu'on n'arrive pas à contrôler,
quand on fait du gradient stochastique qui explique qu'on va tourner autour de notre optimum si jamais on ne réduit pas le pas du gradient. Donc, le premier théorème vous dit que si L et L Lipschitz ou L smooth, je l'ai appelé comment? L smooth, ou disons, alors je vais dire, c'est le gradient de L. L Lipschitz. Donc ça, c'est la propriété de régularité dont j'ai besoin. Et j'impose aussi qu'elle soit fortement convexe. Donc mu fortement convexe. Alors à ce moment-là, si je fais une itération sur mon gradient, pour n'importe quel point initial θ0 à partir duquel je vais partir, tant que le paramètre est plus petit que 1 sur L, donc ça c'est comme dans la démonstration du cas quadratique, si je regarde l'écart entre, disons, θt plus 1 et θ étoile, c'est-à-dire l'optimum, cet écart, il va être toujours plus petit que 1 moins alpha mu à la puissance t plus 1 fois l'écart entre θ0, le point initial, et le point optimal. Autrement dit, tout se passe comme dans le cas quadratique, sans évidemment imposer que la fonction soit quadratique, à partir du moment où je suis fortement convexe. Alors, le corollaire de ça, c'est que dans les mêmes conditions, si je regarde la différence entre la valeur de la loss t plus 1 moins la valeur de la loss optimum, c'est positif, ça va être la valeur absolue, eh bien, je vais avoir exactement la même chose, sauf que j'ai un facteur L sur 2 qui va s'introduire. Autrement dit, comme je converge bien vers le paramètre optimal, la loss va bien converger vers la valeur minimum de la loss. Alors, ça, comment est-ce que vous le démontrez? Vous le démontrez en prenant la propriété du dessus. Si jamais vous regardez la valeur, vous prenez la propriété qui est là-haut. Si je l'applique, ce que je sais, c'est que en L de θ t plus 1, c'est plus petit que L de θ point optimal. Le gradient en optimal, ça vaut 0, donc l'autre terme il disparaît, plus L sur 2, θ t plus 1, moins θ étoile, carré. Donc, si je regarde la différence L de θ t plus 1 moins L θ de étoile, c'est L sur 2 fois la distance entre les deux. Et comme la distance entre les deux, elle est bornée par ceci, j'obtiens immédiatement ce deuxième résultat. D'accord ? Donc, le corollaire, la convergence, ce n'est pas très surprenant à partir du moment où le paramètre converge vers le bon endroit. Donc, on a bien ce qu'on attend. Donc, je vais commencer par démontrer ça, et ensuite, on va démontrer un résultat équivalent dans le cas du gradient stochastique. Alors, j'ai besoin de l'effaceur, il est là. Donc, pour faire la démonstration, en fait, ce qu'on regarde, c'est tout simplement ce qui se passe sur la distance entre les points. C'est-à-dire qu'on va regarder la différence entre θt plus 1 et θ étoile au carré. Mais comme on sait que θt plus 1, il s'exprime par la descente de gradient, donc c'est la valeur du paramètre précédent moins alpha fois le gradient au point de la loss, point θt, moins θ étoile. Okay.
Okay, ce qu'on veut faire apparaître, c'est la différence entre ces deux éléments. Donc on va les séparer. Donc on va avoir θt moins θt étoile au carré. Ça, c'est la composante qui nous intéresse. Et puis évidemment, il va y avoir le terme croisé qui va être 2 alpha fois le gradient de L produit scalaire avec θt moins θt étoile. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire on se dirige dans la direction du gradient. Et maintenant, ce que je veux, c'est borner ça par du θt moins θt étoile. Donc ce que je vais utiliser, c'est la propriété de borne supérieure, c'est-à-dire, ce que je sais, c'est que L de θt pour arriver au point optimal, si je pars du point θt, je vais toujours être plus grand que L de θt plus gradient voilà, θ étoile moins θt, j'arrive au point θ étoile, plus mu carré mu sur 2 θt moins θt étoile. Donc, ceci, là j'ai du θt moins θt étoile, donc je vais le passer de l'autre côté, ça va me donner du gradient θt moins θt étoile. Ça, c'est plus grand, parce que je l'ai passé de l'autre côté, ça a changé de signe, que L de θt moins L étoile, plus mu sur 2, θt moins θ étoile carré. Donc, si je remplace cette borne inférieure, je vais avoir que ceci, comme c'est soustrait ici, c'est plus petit que θt moins θt étoile, et je vais remplacer cette quantité, pardon, ceci multiplié par 2 alpha, par ceci. Et si je multipliais par 2 alpha, je vais voir réapparaître ce terme ici. Donc là, je vais en avoir une fois, et si je fais le remplacement, je vais avoir ce deuxième terme qui va apparaître sous la forme, j'ai un signe moins alpha mu. Et puis, si je fais le remplacement, je vais avoir un moins 2 alpha fois cette quantité qui est positive, puisque je ne suis pas à l'optimum, L de t moins L de t, L d'étoile. Et, excusez-moi, parce que là, c'est ça moins ça au carré, plus 2 fois le produit croisé, mais ce que j'ai oublié, c'est un dernier terme qui est quand même très important, c'est ça carré fois gradient de L de θt. Ici. Donc là, dans cette borne, ici supérieure, j'ai plus alpha. Gradient de L de θt. OK. Donc, je vois apparaître le bon terme. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est s'assurer que tout ça va bien être négatif pour avoir mon inégalité. Donc, ça, c'est bien négatif parce que L de t, je ne suis pas à l'optimum, c'est plus grand que L de t étoile. J'ai un moins 2 alpha, donc ça va être négatif. Le problème, il ne faut pas que ça le rende positif. Donc, il faut s'assurer que le gradient, quand je tends vers l'optimum, va tendre vers 0. Et ça, c'est ce qui où va être le problème avec le gradient stochastique. Donc, on va essayer de contrôler ce terme-là. Et là, il y a une proposition qui dit la chose suivante, c'est que le gradient, effectivement, en n'importe quel point θt, je peux le contrôler par la distance entre θt et θt étoile,
Pourquoi? Parce que je sais qu'en θ étoile, c'est-à-dire à l'optimum, il vaut 0. Je peux le contrôler comme ça. Et ça va être suffisant pour le faire rentrer là-bas. Alors, comment est-ce qu'on montre cette deuxième inégalité? En fait, on va utiliser à nouveau la régularité, c'est-à-dire la borne supérieure que j'ai ici, qui est due au fait que ma fonction a de la régularité. Donc, si jamais je suis loin, disons que mon gradient ne peut pas être très grand si je ne suis pas trop loin d'un point où le gradient vaut 0. Et ça, on le sent bien, ça va être basé sur la régularité. Donc, la propriété de régularité que j'ai vue là-bas, c'est que je peux toujours contrôler la valeur de la fonction quand je pars dans la direction du gradient. Donc, quand je pars dans la direction du gradient, c'est gradient de L de θ fois θ' moins θ, avec le terme correcteur qui est de l'ordre de la distance θ moins θ' carré. OK. Alors, si j'applique ça au cas où je fais une descente de gradient, c'est-à-dire θ' est égal à θ moins le gradient, je peux le bouger de 1 sur L, gradient de L en θ. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que L de, excusez-moi, θ moins 1 sur L du gradient là, on finit en calcul, hein, désolé. Ça va être plus petit que la valeur en θ. D'accord? Maintenant, θ' moins θ, c'est 1 sur L gradient. Et puis, θ' moins θ, c'est 1 sur L gradient. Donc, encore une fois, ou si vous préférez θ moins θ', c'est 1 sur L gradient de L en θ. Donc là, je vois apparaître le module du gradient au carré. Là, je vois apparaître gradient produit scalaire avec gradient, ça veut dire le module à la fois au carré. Et donc, vous faites l'un moins l'autre. Là, ça va être 2 fois plus grand que là. Vous allez avoir un moins 1 sur 2L, module de gradient de L en θ. Au carré. Maintenant, si je bouge dans la direction du gradient, de toute manière, au mieux, j'arrive sur le point optimum. Donc le point optimum, il est là. Et donc ce que vous voyez, c'est que L de θ moins L de θ, alors ça implique exactement la propriété que vous avez ici. Si vous repassez dans l'autre sens, vous avez cette propriété-là. OK, donc maintenant, on va rentrer cette propriété-là pour remplacer ce terme de gradient au carré. Et ça va terminer la démonstration. Si je ne me suis pas planté. Est-ce que je le fais sur ce tableau? Oui. Donc, on va avoir que θ de t plus 1 moins θ étoile. Le premier terme que j'ai là-haut, c'est θ de t moins θ étoile carré fois un facteur qui est plus petit que 1. Ça va être le principe. Et maintenant, le reste, j'ai moins 2 alpha L de θ de t moins L de θ étoile. Et puis l'autre, je vais le remplacer par une... Excusez-moi, il y a une inégalité là. Je vais le remplacer par la borne supérieure. Et la borne supérieure, c'est quoi? C'est 2L, L de θt moins L de θ étoile. Et comme c'est multiplié par alpha carré, eh bien ici, ce que je vais avoir, je peux l'écrire comme 2 alpha, ça c'est le premier terme, et moins alpha carré sur fois 2L.
Donc, ce qu'il va falloir, c'est que alpha moins alpha carré fois L soit positif. Et ça, autrement dit, je vais l'obtenir si alpha est plus petit que 1 sur L. Donc ça, c'est l'hypothèse qu'on retrouve, c'est-à-dire il faut que le pas du gradient soit pas trop grand, et à ce moment-là, cette quantité, elle va bien être positive, ça c'est positif, tout ça c'est négatif, donc je peux l'enlever, et ça me dit que cette égalité toute seule est vraie, et donc si maintenant j'itère cette égalité t fois, eh bien j'ai le résultat du théorème, c'est-à-dire, là je l'ai fait t plus une fois, 1 moins alpha mu à la puissance t plus 1. Donc, ça c'est le principe de la démonstration. Le principe de la démonstration, c'est on utilise la convexité et on utilise une convexité forte pour pouvoir soustraire à l'identité quelque chose qui va vous donner quelque chose de plus petit que 1, et on utilise la régularité du gradient pour pouvoir s'assurer que les termes d'ordre supérieur vont pouvoir être contrôlés. Alors, je vais maintenant vous donner le même résultat, mais dans le cas du gradient stochastique. Alors, dans le cas du gradient stochastique, ce qu'on voit, c'est que la différence essentielle, on va partir avec exactement les mêmes hypothèses. C'est-à-dire qu'on va partir avec une losse qui est régulière et qui est convexe, voire qui est fortement convexe. Donc, je peux même, je vais vous celui-là, je vais l'effacer, je vais l'écrire dessous. Donc ça, c'était le gradient par batch. Et dans le cas du gradient stochastique, ce qu'on va avoir, c'est non pas un résultat pour chaque expérience, mais un résultat en moyenne sur les tirages des éléments du quand je fais le gradient stochastique, je prends au hasard un élément à l'intérieur de mon ensemble de n éléments. D'accord ? Donc évidemment, si je n'ai pas de chance, je vais toujours prendre exactement le même élément. Donc je vais voir une seule donnée de mon énorme base de données et je n'ai aucune chance pour que ça converge. Mais ça, c'est très peu probable. D'accord ? Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est plutôt regarder le résultat du gradient stochastique en moyenne sur tous les tirages possibles. Donc, je vais regarder l'espérance relativement des tirages, et je reviendrai exactement sur ce que ça signifie des différents éléments. Et en moyenne, je vais regarder de la même manière à quelle distance, après t itérations, je me retrouve de l'optimum. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, il y a un premier terme qui se comporte exactement comme le gradient standard. θ0 moins θ étoile au carré. Donc finalement, très similaire. Le seul problème, c'est le deuxième terme. Et on a un deuxième terme qui ne va pas converger vers 0 et qui va converger qui va être contrôlé par une valeur B. Et cette valeur B, en fait, c'est la valeur qui va contrôler la moyenne des amplitudes des gradients. C'est-à-dire, si je regarde le module du gradient en un point θt pour n'importe quelle donnée zi, donc je fais la somme de i égale 1 à n, cette valeur moyenne d'amplitude des gradients, j'ai besoin de la contrôler. Donc l'hypothèse en plus
et qui va être généralement vérifié, c'est que le gradient n'explose pas, de Mallos n'explose pas en moyenne. Alors si on revient sur la démonstration, on va voir d'où vient ce terme, c'est très naturel. Je vais refaire la démonstration terme à terme et on va voir quelle est la différence entre la descente de gradient et la descente de gradient stochastique. Alors, je repars et je regarde la différence entre θ de t plus 1 et θ. Donc la différence, c'est que dans le cas du gradient, eh bien, c'est le gradient au temps t qui a été calculé avec une donnée qui a été sélectionnée aléatoirement. D'accord ? Sinon, c'est la même chose. C'est juste que le gradient n'a pas tout à fait la même valeur. Et donc, si je développe cette quantité, je vais retomber à la fois sur mon θ de t moins θ étoile. Je vais avoir le moins 2 alpha, sauf que là, ce n'est pas le gradient moyen en t, c'est le gradient pour la valeur de ma donnée it choisie aléatoirement. Et puis, j'ai le terme que j'avais oublié qui va être là, qui est à nouveau non pas le gradient moyen, mais c'est le gradient pour la donnée que j'ai choisie aléatoirement à l'étape t. OK ? Maintenant, on va calculer la moyenne. Qu'est-ce qui se passe si on fait la moyenne de ceci? Donc, faire la moyenne, c'est-à-dire je vais calculer l'espérance de cette quantité-là et je vais calculer l'espérance relativement à quoi? Relativement au choix de ma donnée d'entraînement. J'avais n données d'entraînement, j'en ai pris une au hasard. Et donc j'ai envie qu'en moyenne, eh bien, la distance ne soit pas trop grande. Donc cette espérance, elle est faite relativement à cette variable aléatoire qui me dit quelle donnée je choisis. Donc je vais avoir... Alors, c'est quoi l'espérance relativement IT? Ça veut dire que quand je fais, par exemple, l'espérance relativement IT du gradient de L de θ en ZIT, eh bien, ça revient à prendre la moyenne des gradients pris sur tous les i, et donc on retombe, comme on l'avait déjà vu, sur le vrai gradient, sur le gradient moyen. Donc si je prends l'espérance ici, ça ne change rien parce que ça ne dépend pas de la valeur IT. Et là, si je prends l'espérance de ceci relativement à la valeur IT, comme je l'ai montré là, je vais tomber sur le gradient, c'est-à-dire le terme précédent. Et puis, excusez-moi, là je vais le rajouter parce que c'est important, j'ai ce dernier terme, donc je vais avoir le plus alpha carré, l'espérance relativement à la variable IT du gradient de L de θt ZIT. Maintenant, regardez, le premier terme, il est exactement comme dans la descente de gradient standard. Donc le premier terme, on va exactement de la même manière le remplacer par cette inégalité. Et si je le remplace, donc, ce qui change, c'est ça, ce qui est au-dessous. Et si je replace le premier terme de la même manière, je vais obtenir, comme je l'avais vu là, j'avais un θ de t moins θ étoile carré fois 1 moins alpha mu. Le mu, il était introduit par ceci quand je remplaçais ici. Et puis, si vous vous souvenez, vous allez avoir un moins 2 alpha L de θ de t, si je fais le remplacement, moins L de θ étoile. Seulement, le dernier terme qui reste, c'est celui que j'avais réussi à contrôler dans le cas de la descente de gradient, mais là qui va être beaucoup plus problématique. Ça va être le alpha carré, l'espérance par rapport à IT
de ceci. OK. Alors, cette quantité-là, comme je ne suis pas à l'optimum, je suis au-dessus, fois moins 2 alpha, c'est négatif, donc je peux le laisser tomber. D'accord? Et le problème, c'est la quantité de droite qui ne va pas tendre vers 0. Donc c'est ça qui se passe, c'est que ça ne tend pas vers 0. Au moins, l'hypothèse qu'on va faire, c'est que son espérance, c'est-à-dire 1 sur n, la somme dessous, est plus petite que b. Donc ça, c'est l'hypothèse du théorème, c'est que ceci, c'est plus petit que b. Et donc si vous remplacez par ceci, ce que vous allez obtenir, c'est l'équation suivante, c'est que l'espérance relativement à ma variable it de la distance entre θt plus 1 et l'optimum, elle est plus petite, excusez-moi, tout ça c'est des inégalités, parce que j'ai pris la bande supérieure, elle est plus petite que θt, alors je vais me laisser un tout petit peu de place, θt moins θ étoile carré fois 1 moins alpha mu, plus alpha carré fois b. Maintenant, cette inégalité, le θ de t, il a été obtenu en choisissant au tour précédent une donnée parmi n, aléatoirement. Je peux faire la moyenne relativement à ceci. Ça, si j'ai une inégalité, l'inégalité en moyenne, elle va être vraie. Je peux rajouter la moyenne ici, parce que comme ça, j'ai une moyenne des deux côtés. Et maintenant, j'ai une équation récurrente, et cette équation récurrente, je peux la résoudre. Alors, l'équation récurrente précédente, comme je n'avais pas ce terme-là, c'était simplement 1 moins alpha mu à la puissance t plus 1. Simplement, à chaque fois, je vais avoir le terme alpha carré b qui va se rajouter, donc je vais écrire la récurrence. J'ai l'équation de récurrence. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que l'espérance en θt plus 1 moins θ étoile carré. Bien, si j'itère là-dessus, je vais jusqu'à θ0, je vais obtenir le θ0 moins θ étoile carré fois 1 moins alpha mu qui va être multiplié t plus une fois, comme précédemment. Mais aussi, je vais avoir tous les termes introduits par ceci, c'est-à-dire les 1 moins alpha mu à la puissance k pour k allant de 0 à t fois alpha carré b. D'accord? Ça, c'est juste, j'ai développé mon équation. Là, j'ai une série géométrique. Somme de k égale 0 à t de 1 moins alpha mu à la puissance k. Ça va me donner, donc vous avez un exposant à la puissance q, c'est 1 moins q à la puissance. Donc ça va être 1 moins alpha mu à la puissance t plus 1 sur 1 moins alpha mu sur alpha mu. Et ça, c'est plus petit que, ça je peux oublier ce terme-là, ça va être toujours plus petit que 1 sur alpha mu. Donc ça, c'est plus petit que 1 sur alpha mu, donc multiplié par ceci, eh bien, ceci, ça va être plus petit que le terme précédent, plus alpha b sur mu, et je dois trouver... Ah, excusez-moi, c'est un b carré, parce que on l'a appelé b carré ici. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, le théorème, il dit ça, en fait, et il est en fait pas compliqué, il dit juste ce terme de gradient, on ne peut pas le contrôler, c'est le terme de bruit, il va être de l'ordre de b et il va rester là. Donc, on se retrouve dans cette situation, et maintenant on voudrait que quand t tende vers l'infini, l'erreur tende vers 0. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
bah, évidemment, il ne faut pas rester avec un alpha constant, parce que quand t tend vers l'infini, ça tend exponentiellement vers 0. Super, l'erreur, elle va décroître comme ça, et puis vous allez atteindre une asymptote. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réduire le alpha, de manière à pouvoir redescendre, redescendre, redescendre. Alors, l'idée, c'est que vous avez deux termes. Donc, la somme de deux termes, grosso modo, c'est de l'ordre du plus grand des deux. Donc, ce que vous voulez, c'est que le plus grand des deux ne soit pas trop grand, et soit le plus petit possible. Donc, si on veut minimiser cette quantité, donc voilà mon problème. Hop. Ok, je ne vais jamais y accéder maintenant. Comment choisir le pas alpha? Bien, le pas alpha, on va le choisir de manière à ce que les deux termes de gauche et de droite de la bande supérieure soient du même ordre. C'est-à-dire, si je vais prendre alpha t qui va être égal à 1, ou je vais l'écrire comme mu, sur mu plus t. Et je vais supposer que ça va être plus facile pour faire le calcul, quoique ça ne change pas grand-chose, que mu est plus petit que 1, que dont la plus grande valeur propre mu est petite, mais en fait, ça ne change vraiment pas grand-chose. Donc là, si vous le réécrivez ça, c'est la même chose que dire que c'est 1 sur mu plus t, alpha t. Autrement dit, quand t est grand, le learning rate il va décroître comme 1 sur t. D'accord? Alors, dans ce cas-là, ce que je dis, c'est que la bande supérieure, θ t plus 1 moins θ étoile, carré, ça va être plus petite qu'une constante c divisée par 1 plus t fois mu. Autrement dit, ça se comporte comme un 1 sur t. Alors, comment on voit ça et comment on trouve ce learning rate? Comme je l'ai dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va adapter le alpha de façon à ce que le premier terme, qui est le terme exponentiel 1 moins mu à la puissance t plus 1, soit de l'ordre 1 moins alpha mu, soit de l'ordre, le reste c'est des constantes, de alpha sur mu. Alors ça, je vais l'écrire comme l'exponentielle t plus 1 log de 1 moins alpha mu. 1 moins alpha mu, ça va être petit devant 1, donc si je fais un développement limité, ça va être de l'ordre de e puissance t fois moins alpha mu. Ça, on va voir, c'est petit devant 1, donc ça va être de l'ordre de 1 moins t alpha mu. Et 1 moins t alpha mu, ça doit être de l'ordre de alpha sur mu. Et donc, excusez-moi parce qu'il y a le reste de ce qui était écrit précédemment, ce n'est pas très clair. Donc vous avez 1 moins t alpha mu qui est de l'ordre de alpha sur mu. Vous passez votre terme de l'autre côté et le choix, c'est alpha, c'est mu sur mu plus t. Donc le learning rate, en fait, il est établi pour qu'à chaque instant t, les deux termes de l'erreur soient à peu près du même ordre. Et quand vous laissez le temps avancer, le learning rate, automatiquement, il va décroître. Et du coup, les deux termes étant du même ordre, 1 moins alpha à puissance t plus 1, il est de l'ordre de alpha sur mu. Et alpha sur mu, ça vaut quoi? C'est 1 sur mu plus t. 1 sur mu plus t, ou pourquoi j'ai plus mu t? Ah, attendez, j'ai fait une erreur.
alpha sur mu, c'est mu sur mu plus t, c'est 1 sur mu plus. Non, excusez-moi. 1 plus mu. Si je divise par mu, c'est bien ça. Mu, c'est 1 plus mu t. Attendez. Oui, c'est... Si je divise par mu en haut en bas, c'est 1 plus t, et je divise par mu, ça me donne 1 plus t sur mu. T sur mu? Oui, c'est ça, 1 sur... Attendez. C'est du truc terrible. Je divise... attendez, je vais le faire jusqu'au bout, ça tant pis pour les 2 minutes. 1 moins t... Donc là, si je le passe de l'autre côté, ça me fait 1 est égal à alpha fois 1 sur mu plus t mu. Donc, ça, si je mets sur... C'est bien ça. Alpha. Ouais, c'est là où j'ai dû me planter. Donc, ça veut dire que alpha multiplié par c mu sur 1 plus t mu. Voilà, c'est là où je me... voilà. Excusez-moi. 1 plus t mu. Et ensuite, alpha sur mu, c'est 1 moins plus t mu. C'est ça? Quoi? Bon, vous corrigez mon erreur, mais à un mu près, parce que là, je ne vois plus rien, c'est O de t moins 1. Alors, je voudrais juste, parce que, oula, on termine. À partir de là, qu'est-ce qu'on voit dans ce genre de problème? On voit dans ce genre de problème plusieurs choses. D'abord, il y a une généralisation immédiate, c'est dans le canon différentiable. Dans le canon différentiable, là, on n'a pas beaucoup de temps qui reste, donc je ne vais pas le faire. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir une convexité qui est potentiellement comme ça, peut y avoir des points de non-dérivabilité. Donc, comment est-ce qu'on généralise tout ça? C'est qu'au point où vous avez une dérivée qui peut être discontinue, ce qu'on considère, c'est ce qu'on appelle des sous-gradients, c'est-à-dire il y a plein de dérivées possibles qui va nous rester sous la courbe. Donc, le gradient, dans des points comme ça, finalement, il n'est pas unique. Mais le fait qu'il ne soit pas unique, ça ne nous change absolument rien dans la démonstration. Ça vous dit juste que pour tous les gradients, sous-gradients ici, ce qu'il va falloir, c'est que la moyenne des sous-gradients soit plus petit que b carré. C'est une condition technique, ça ne change absolument rien. Et donc, avec ce genre de résultat, on arrive à démontrer que le gradient stochastique marche, même dans le cas où on n'est pas parfaitement régulier, dans le cas où il peut y avoir des discontinuités de la dérivée. Le gros problème de ce genre de choses, c'est que malgré tout, l'erreur, elle continue à décroître assez lentement parce que finalement, elle décroît comme 1 sur t, d'accord, en t-1. Donc, ce qu'on voit, c'est que si jamais on compte le nombre d'opérations, l'erreur epsilon, dans le cas d'un gradient stochastique, elle va se comporter comme un O de l'inverse du nombre d'opérations. Pourquoi? Parce que le gradient stochastique se décroît comme 1 sur t, où t, c'est le nombre d'itérations, et chaque itération
j'ai besoin d'une seule donnée. Donc, ça va être... Alors que dans le cas du gradient en batch, ce qu'on a vu, c'est qu'on a une décroissance exponentielle. Simplement, le nombre d'opérations pour faire une itération, il est multiplié par n. Donc, autrement dit, t, ça va être n. Donc là, je vais avoir p puissance moins t. Et là, je vais avoir n. P puissance np. P sur n, pardon. Là, ça ne va plus. Si j'ai P opérations, le nombre, sachant que chaque opération prend n exemples, le nombre d'itérations que je vais avoir, ça va être P sur n, comme ceci. Et là, j'ai un moins 1. Donc, ce qui va se passer, c'est que si on regarde en termes de nombre d'opérations, au début, le gradient stochastique décroît très vite, et puis ensuite, il décroît très lentement. Et alors que ça, c'est le cas du gradient stochastique. Et au contraire, si je regarde en fonction, par exemple, de log de epsilon, si je regarde en fonction de log de epsilon, il va se comporter ici comme log de P-1, alors que ici, il va se comporter comme cette constante ici, que j'ai appelée ρ. Donc ça va être une constante, et là, il va y avoir le facteur P sur n. Et si je prends la valeur absolue du log de epsilon, il va se comporter comme P sur n avec un signe moins. Donc vous allez avoir une décroissance qui va être une droite, beaucoup plus lente, et quelque chose comme ça. Donc ce qui se passe, c'est qu'au début, ça décroît très vite, mais ensuite ça décroît lentement relativement à ceci. Il y a une espèce de point optimal ici. Alors ce point optimal, il dépend de la quantité de données. Si n est très grand, eh bien typiquement vous allez être dans cette zone-là, et si vous n'avez pas besoin d'un epsilon qui soit trop petit, typiquement vous allez vous arrêter là, quelque part par là, et donc vous avez très nettement intérêt à faire du gradient stochastique. Si jamais vous avez besoin de beaucoup de précision, aussi le n n'est pas trop grand, alors vous allez plutôt vous retrouver dans une région par là, et vous avez intérêt à ce moment-là, faire une descente de gradient standard. Alors, ce qui a été développé récemment, et là j'en parlerai pas, c'est des méthodes hybrides qui permettent de partir comme ça, et puis ensuite de continuer un peu comme la descente de gradient. Ça, c'est des techniques qui ont été développées autour des 4-5 dernières années, notamment par Leroux, Francis Bach, etc. Et ça s'appelle SAGA. C'est des techniques d'optimisation qui sont assez efficaces à partir du moment où on a vraiment besoin d'optimiser sur les deux parties jointes. Donc SAG. Puis il y a un SAGA aussi, une version. Ceci étant, pour le problème des réseaux de neurones, ça n'adresse pas le fond du problème. Pourquoi ça n'adresse pas le fond du problème? Parce qu'en fait, dans le cas des réseaux de neurones, on est bloqué par les minima locaux. On n'est pas fortement convexe. Donc, ces résultats théoriques ne s'appliquent pas vraiment. On les observe dans les premières régions, mais ensuite, quand on est bloqué, ce n'est pas parce qu'on est bloqué par la vitesse asymptotique du gradient stochastique, on peut être bloqué par les minima locaux. Donc, les problèmes qui se posent sur les réseaux de neurones sont en fait beaucoup plus compliqués pour contrôler l'optimisation. Je vais finir en 1 minute juste en mentionnant ces problèmes et qui sont très importants quand on décide de l'architecture du réseau. Alors,
finir sur ces questions, ce sont les problèmes d'optimisation. D'une façon générale, le problème, c'est L de θ n'est pas convexe. Donc pas convexe, ça veut dire que vous allez avoir des minima locaux et ensuite il faut comprendre le comportement des minima locaux. Si vous avez des minima locaux qui sont comme ça, c'est en plus des très mauvais minima locaux parce qu'ils sont très peu robustes. Si θ bouge un peu, eh bien hop, vous pouvez remonter. Alors qu'un minima local qui est très large, avec une vallée très large comme ça, il est a priori meilleur parce qu'il est un peu robuste sur les variations de θ. Donc le genre de choses sur lesquelles les gens travaillent, c'est d'essayer de comprendre déjà la nature du profil des minima locaux. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont très bas? Quelle est la largeur des vallées? Quelle est la probabilité de tomber dans un minima local, etc. Donc pour ça, on tombe en fait sur des problèmes qui sont très similaires à des problèmes qu'on rencontre en physique statistique quand on prend un système aléatoire et qu'on baisse la température et qu'on veut garantir que le système va se retrouver dans un état stable d'énergie minimum. Et donc, il y a beaucoup de recherche qui est faite à l'intersection entre maintenant la physique statistique et ces problèmes d'optimisation. Ce qui va se passer, c'est que l'ajustement des learning rates, ça, on arrive à très bien le contrôler, même dans le cas du gradient stochastique, quand on est convexe et fortement convexe. Mais quand on n'est plus du tout convexe, ce contrôle, il n'est plus du tout valable. Donc, du coup, il va falloir le faire un peu à la main. Et ça, c'est un autre aspect qui est très délicat de ces réseaux de neurones, c'est que l'ajustement des learning rates, vous pouvez le récupérer à partir des papiers où il y a des gens qui l'ont déjà fait, mais sinon, il faut faire des expériences parce qu'a priori, il n'y a aucun contrôle théorique. J'ai dit que le mini-batch était très utile. Ça aussi, on ne comprend pas pourquoi. De toute évidence, ça fait une normalisation qui se comporte bien par rapport au hessien, mais qu'est-ce qui se passe vraiment quand on cascade tout ça dans l'architecture du réseau? Ce n'est pas du tout clair. Alors, le dernier point sur l'optimisation et sur tout ça, c'est qu'il ne faut pas croire que ça converge tout le temps. Il y a des tas de contre-exemples qui sont donnés, il y a des très jolis papiers, je peux vous donner une référence sur un joli papier qui donne une série de contre-exemples. C'est un papier disponible sur Archive avec des simples images binaires où il montre que le réseau de neurones ne converge pas du tout, alors qu'a priori, la tâche consiste à voir si deux patterns binaires sont les mêmes ou pas les mêmes. Donc une tâche, a priori, qu'on pourrait imaginer comme étant tout à fait triviale pour le réseau de neurones. Donc cette espèce de croyance, alors il y a une croyance qui consiste à dire « Ah, on est en grande dimension », donc en grande dimension, il y a beaucoup de directions dans lesquelles on pourrait descendre, donc il est très peu probable pour que je me retrouve dans un minima local. Ça, c'est faux. C'est faux non seulement parce qu'on se retrouve régulièrement piégé dans des minima locaux, mais c'est faux aussi parce qu'en très grande dimension, il peut y avoir beaucoup de minima locaux. Donc l'espace est énorme. Donc certes, un minima local, il faut avoir des gradients qui remontent dans toutes les directions, mais comme vous avez beaucoup de points, il n'y a aucun problème pour en avoir beaucoup. Donc les problèmes sont très ouverts là-dessus. Il y a un peu deux manières dont actuellement les gens attaquent ça. Il y a une manière, c'est essayer de contrôler tout le paysage d'optimisation, être capable de voir exactement ce qui se passe pour tous les minima locaux et s'assurer qu'ils sont tous assez bas. Il y a une deuxième manière qui est plus une manière de système dynamique, c'est de dire, OK, à l'intérieur de mon espace de paramètres, je peux avoir plein de minima locales, mais ce qui m'intéresse, c'est ma trajectoire particulière quand je vais optimiser mon θ de t. Et ça, d'une certaine manière, c'est un point de vue de système dynamique, et de s'assurer que quand je suis une trajectoire potentielle, eh bien, la probabilité de retrouver un minima local qui est assez haut devient très faible. Donc ça, ce sont, comme je disais, des approches qui sont différentes. Pour l'instant, ces problèmes sont très ouverts. L'année prochaine, puisque là je m'arrête là, ce que je vais faire, c'est rentrer sur l'architecture des réseaux.
Pour l'instant, on a regardé l'aspect qui est complètement générique de réseaux multicouches et des algorithmes. Un des points très importants, c'est que ces réseaux convergent bien quand ils sont bien structurés. Et ça a été une des grosses améliorations qui a été apportée au cours des 15 dernières années, notamment, comme j'avais dit au départ, à travers le travail de Yann Lequin, le fait qu'on se retrouve avec des réseaux qui soient des réseaux convolutionnels, que ces réseaux convolutionnels utilisent relativement peu de variables, spatialement en tout cas, essayent de les réduire en utilisant les symétries, etc. Ce sont des éléments qui sont très importants pour la convergence. L'architecture, elle est aussi très importante pour être capable d'exprimer des fonctions qui sont très complexes. Donc ça, c'est la deuxième partie qui est la partie approximation. Et donc, c'est un peu tout ça qu'on va commencer à aborder l'année prochaine avec toutes ces propriétés, multi-échelle, parcimonie, symétrie, etc. Ouf, voilà, on va finir là-dessus et je vous remercie.